Je m'appelle Marie Choclet. J'ai 33 ans. Lors du dîner de Thanksgiving, ma sœur a présenté son nouveau petit ami. Lorsqu'il a posé une question sur mon travail, ma mère l'a coupé très rapidement, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire. Ma sœur a éclaté de rire. Elle distribue des bonbons et des autocollants aux enfants malades. J'ai posé mon verre. C'est amusant. Il m'a vu tous les matins le mois dernier, mais jamais sans un masque. La table est devenue silencieuse. Le sourire de ma sœur s'est figé. Le visage de ma mère est devenu livide. Quant à son petit ami, ses mains se sont mises à trembler. Il ne savait pas où je travaillais réellement. Il ne savait pas ce que je faisais vraiment. Et, surtout, il n'avait aucune idée de qui j'étais, la dernière fois qu'il m'avait vu. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Avant que je ne vous raconte exactement comment cette soirée a volé en éclats, si vous êtes déjà accroché, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Faites-le uniquement si vous aimez sincèrement ce genre d'histoire, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est. Je lis tous les commentaires. Revenons à cette table de dîner. Je suis arrivé chez ma mère à 14h30, cet après-midi-là. La maison victorienne se dressait derrière de grands portails, dans l'un de ces quartiers du comté de Westchester où chaque allée accueille des voitures allemandes, et où chaque pelouse est entretenue par des professionnels. J'ai tapé le code, 1829, comme toujours, et je suis entré. Ma Toyota Camry paraissait minuscule à côté des Mercedes et des BMW, déjà garés le long de l'allée circulaire. J'ai compté cette voiture. J'étais en retard, comme d'habitude. Pas en retard selon les normes habituelles, car le dîner n'était prévu qu'à 16h, mais en retard selon les critères de ma mère. Ce qui signifiait que je n'étais pas arrivé 2 heures à l'avance, pour aider à la préparation. Je me suis garé tout au bout de l'allée, me faisant la plus petite possible. Une vieille habitude. La maison était déjà pleine quand je suis entré. Je pouvais entendre des voix venant du salon. Ce ton bien particulier des conversations polies, celui que les gens adoptent lorsqu'ils se donnent en spectacle les uns pour les autres. Je me suis glissé dans le hall, portant la tarte que j'avais achetée au supermarché en venant. Le « fait maison » n'était pas au programme pour moi cette année. En fait, le fait maison n'était plus à mon programme depuis 7 ans. Marie, tu es là. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Patricia Choclet, 59 ans, parfaitement apprêtée. Elle portait un pull en cachemire crème, qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de ma voiture. Ses cheveux étaient impeccables, son maquillage sans défaut. Elle a regardé ma tarte, avec l'expression qu'elle aurait pu réserver à un animal écrasé sur la route. « Peux-tu aider à apporter les plats depuis la cuisine ?» a-t-elle demandé. Pas une question, ni une salutation. Juste une mission. Bien sûr, ai-je répondu. Elle s'éloignait déjà. J'ai porté la tarte dans la cuisine, et je l'ai posée sur le plan de travail, à côté de 3 autres tartes. Toutes faites maison, toutes présentées dans de magnifiques plats en céramique. La mienne était dans une boîte en plastique, avec une étiquette de supermarché. Je l'ai laissée là, et j'ai commencé à transporter les plats de service vers la salle à manger. C'est à ce moment-là que j'ai vu le portrait. Il était nouveau, ou du moins, nouveau depuis ma dernière visite, à Pâques, 6 mois plus tôt. Le cadre était en argent, du Tiffany probablement. Il trônait sur la cheminée du salon, bien en évidence, pour que tout le monde puisse le voir. La photo datait de l'année dernière, un portrait de Noël. Ma mère et ma sœur, Amanda, toutes deux en robe rouge, toutes deux souriantes. Un éclairage professionnel, une composition parfaite. Ça avait dû lui coûter 500 €, facilement. Je n'y figurais pas. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte, tenant un saladier de purée de pommes de terre, et j'ai fixé ce portrait. J'ai essayé de me rappeler quand elle l'avait pris. En décembre, de toute évidence. Mais quel jour? M'en avait-elle parlé? M'avait-elle invité, alors que je travaillais? Ou avait-elle simplement choisi de ne rien me dire? Marie, ma chérie. Je me suis retourné. Ma tante Hélène marchait vers moi. À 70 ans, la sœur aînée de ma mère était la seule personne, dans cette famille, qui avait un jour pris la peine de me poser de vraies questions. Elle m'a prise dans ses bras avec précaution, faisant attention à la purée. « C'est bon de te voir », a-t-elle dit. Et la façon dont elle l'a dit doucement, tendrement, avec une pointe de tristesse m'a fait penser qu'elle avait vu le portrait,
elle aussi. Elle savait que je n'y étais pas. Elle savait ce que cela signifiait. Toi aussi, ai-je répondu. Elle m'a serré le bras, et m'a dépassé pour entrer dans la salle à manger. J'ai regardé de nouveau la cheminée. Il y avait d'autres photos, là aussi. La remise de diplôme en droit d'Amanda. Amanda et ma mère au country club. Une photo de famille d'il y a 3 Noëls. J'étais sur celle-là, mais à peine visible. Je me tenais sur le bord du cadre, comme si j'essayais de m'enfuir. 7 ans, 7 Noël, et les seules photos de moi étaient celles où j'étais à moitié coupé de l'image. J'ai apporté la purée dans la salle à manger. La table était dressée pour 14 personnes. De la porcelaine Lenox, le service de mariage de ma mère datant de 1988, des verres en cristal, et un centre de table florale qui avait dû coûter 800 €. La table était magnifique. Elle l'était toujours. Ma mère avait un goût exquis. C'est juste qu'elle n'avait pas de place pour moi à l'intérieur. J'ai cherché mon marque-place. Il était là, tout au bout de la table, près de la porte de la cuisine. Coincé entre tante Hélène et mon cousin Greg, qui avait 28 ans et ne parlait pratiquement à personne. Depuis cette place, j'aurais une vue dégagée sur le bout de la table, là où ma mère s'assiérait, mais je serais assez loin pour être oublié. Parfait. Je suis retourné dans la cuisine pour chercher d'autres plats. C'est alors qu'Amanda est descendue. Je l'ai entendue avant de la voir. Ce rire, celui qu'elle utilisait quand elle voulait que tout le monde sache qu'elle était heureuse. Aigu, théâtral. Le rire qui disait « Regardez-moi. Regardez comme tout est parfait. » Maman, a-t-elle appelé depuis le haut des escaliers. Il est presque là. Tyler vient d'envoyer un message. Il est à 5 minutes. L'énergie dans la maison a changé instantanément. Ma mère s'est précipitée hors de la cuisine, lissant son pull, vérifiant sa coiffure dans le miroir du couloir. Les invités ont commencé à se rassembler dans le salon. Tout le monde voulait voir le nouveau petit ami d'Amanda. Celui dont elle parlait depuis des mois. Celui qui avait réussi, celui qui était charmant, celui qui, enfin, était digne d'elle. Je suis resté dans la cuisine. 5 minutes plus tard, j'ai entendu la voiture se garer. Un BMW X5, noir. Je pouvais le voir par la fenêtre. Le moteur s'est coupé. La portière s'est ouverte. Tyler Hutchinson en est sorti, et mon estomac s'est noué. Il était grand, environ 1,85 m. Un costume hors de prix, bleu marine, sur mesure. Du Tom Ford, si je devais deviner. Sa montre accrochait la lumière. Une Rolex submarinée, 12 000 €, prix de détail. Je le savais, car je l'avais déjà vu. Récemment. J'ai posé la cuillère de service que je tenais. Mes mains ne tremblaient pas. C'est l'une des choses que la chirurgie traumatologique vous apprend, comment garder les mains fermes, même quand votre cœur bat la chamade, même quand tout, à l'intérieur de vous, a envie de hurler. Je me suis avancé vers l'entrée de la cuisine, et j'ai regardé, à travers l'encadrement, alors qu'il pénétrait dans la maison. Amanda s'est précipitée vers lui, l'a embrassé, lui a pris la main, et l'a présenté à tout le monde. Ma mère rayonnait, absolument radieuse, alors qu'elle lui serrait la main, en lui disant à quel point c'était merveilleux de le rencontrer enfin. Tante Karen et oncle Bob se sont avancés. Puis le cousin Greg, puis les amis de ma mère, 3 femmes de son club de lecture, invitées pour que le nombre de convives paraisse plus impressionnant. Tyler a souri, serré des mains, et dit exactement ce qu'il fallait. Il avait cette aisance qui vient avec les années d'expérience en mondanité. Confiant, charmant. Le genre d'homme qui fait sentir aux gens qu'ils sont la personne la plus importante de la conversation. Voici Tyler Hutchinson, annonçait ma mère, assez fort pour que toute la pièce entende. Il est promoteur en immobilier commercial. Son entreprise gère plus de 85 millions € de propriétés. Tyler Harry, faussement modeste. Mon équipe fait un excellent travail. J'ai de la chance de travailler avec eux. La salle était sous le charme. Amanda l'a amené dans la cuisine. Son visage rayonnait. Tyler, je te présente ma sœur, Marie. Elle travaille dans un hôpital. Tyler a tendu la main. Poigne ferme, sourire chaleureux, contact visuel pendant exactement 2 secondes. Ravi de vous rencontrer, Marie. J'ai serré sa main. Il ne m'a pas reconnu. Bien sûr que non.
La dernière fois qu'il m'avait vu, je portais une charlotte chirurgicale, un masque, et une blouse couverte du sang de sa femme. J'étais épuisé, fonctionnant sur 30 heures sans sommeil, debout dans une salle d'attente à 2h43 du matin, pour lui annoncer que sa femme et son fils allaient survivre. Il pleurait, tenant sa fille de 18 mois dans ses bras, répétant « Merci, docteur. Merci infiniment ». Maintenant, il se tenait dans la cuisine de ma mère, tenant la main de ma sœur, et portant la même eau de Cologne que j'avais sentie, à travers mon masque, 6 semaines plus tôt. Woodwood de Tom Ford. Forte, reconnaissable entre mille. La mémoire olfactive m'a frappé comme un coup de poing. J'ai lâché sa main. Ravi de vous rencontrer, ai-je dit. Je n'ai pas souri. Amanda ne l'a pas remarqué. Elle le tirait déjà vers le salon, l'exhibant comme un trophée. J'ai entendu ma mère lui parler de la maison, du quartier, du temps qu'ils avaient vécu ici. Sa voix était animée, d'une manière qu'elle ne l'était jamais lorsqu'elle s'adressait à moi. Je me suis adossé au comptoir de la cuisine, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai analysé la situation. Tyler Hutchinson, promoteur en immobilier commercial, sortait avec ma sœur depuis. Combien de temps Amanda avait-elle dit ? 4 mois. Depuis juillet. Ils s'étaient rencontrés grâce au réseau immobilier de ma mère. Une connexion professionnelle, lors d'un dîner. Amanda était ravie. Enfin, avait-elle dit. Enfin quelqu'un de bien. Et j'avais opéré sa femme il y a tout juste 5 semaines. J'ai sorti mon téléphone, et ouvert l'application de notes où je gardais les détails des patients. Pas les dossiers complets, juste assez pour me rafraîchir la mémoire lors des suivis. J'ai fait défiler jusqu'à octobre. Là, le 20 octobre. Jennifer Hutchinson. Césarienne d'urgence, syndrome HELP, décollement placentaire, hémorragie. Un petit garçon, 2,3 kg, unité de soins intensifs néonatales, U1, de niveau 2. Mère stable après transfusion. Mari présent, Tyler Hutchinson, inscrit comme contact d'urgence, assurance à son nom, forfait familial. Adresse, 863 Meadowbrook Lane, Scarsdale. J'ai levé les yeux. Amanda riait dans le salon. Tyler avait son bras autour de ses épaules. Ma mère le présentait à d'autres personnes. Et moi, je savais quelque chose qu'aucun d'entre eux n'imaginait. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche. Ma mère appelait tout le monde à table. Le plan de table était exactement celui que j'avais prévu. Ma mère en bout de table, Amanda à sa droite, rayonnante, vibrant littéralement de bonheur. Tyler à côté d'Amanda, à la place d'honneur. Tante Karen et oncle Bob sur le côté gauche. Puis les amis du club de lecture de ma mère, Carol Henderson, Suzanne Mitchell, Linda Shen. Ensuite, les plus jeunes cousins. Et enfin, à l'autre bout de la table, près de la porte de la cuisine, coincé entre tante Hélène et le cousin Greg, moi. Depuis ma place, j'avais une vue parfaite sur la main gauche de Tyler. Pas d'alliance, mais la marque de bronzage était là. Claire comme le jour. Sur le 4e doigt de la main gauche, la peau était plus pâle là où l'anneau avait été. Récemment retiré. Peut-être ce matin. Peut-être dans la voiture, en venant ici. Je l'ai observé. Il jouait son rôle à la perfection, répondant aux questions sur son entreprise, racontant une anecdote charmante sur une affaire qu'il avait conclue la semaine dernière. Quelque chose à propos de Chicago, un voyage d'affaires, une négociation victorieuse. Jennifer pensait qu'il était à Chicago la semaine dernière, elle aussi. Je le savais, car je l'avais vu pour un rendez-vous de suivi post-opératoire. Elle l'avait mentionné. Tyler voyage beaucoup ces derniers temps. Un gros projet à Chicago. Mais il prend toujours le temps de faire un fast time avec les enfants avant le coucher. Les enfants. Lily, 18 mois, et Noah, 5 semaines aujourd'hui, rentrés de l'unité néonatale depuis un peu plus de 2 semaines. J'ai pris ma fourchette, et j'ai commencé à manger ma dinde, ma purée, mes haricots verts. Tout avait le goût de rien. La conversation à table glissait autour de moi. Tyler en était le centre. Amanda n'arrêtait pas de toucher son bras, son épaule, sa main. Ma mère ramenait sans cesse la conversation vers lui. Sur quoi travaillait son entreprise? Où voyait-il le marché aller? Avait-il toujours voulu travailler dans l'immobilier? Il répondait à tout, avec perfection. Confiant mais pas arrogant, couronné de succès mais humble,
drôle sans trop en faire. J'ai regardé ma mère l'observer. Elle était ravie. C'était exactement ce qu'elle avait toujours voulu pour Amanda. Quelqu'un d'impressionnant. Quelqu'un dont elle pourrait se vanter au country club. Quelqu'un qui valorisait l'image de la famille Shockley. J'ai repensé aux 7 dernières années. Le schéma avait commencé à l'école de médecine. J'avais obtenu mon diplôme en 2015, à l'école de médecine de l'université de New York, NYU. La cérémonie de la blouse blanche, le titre de docteur, MD, après mon nom. J'avais emprunté 280 000 € pour en arriver là, mais j'avais réussi. Mon père était mort en 2011, d'une crise cardiaque, soudaine et dévastatrice. Et j'étais allé en médecine pour lui. Parce que je l'avais regardé mourir, sans rien pouvoir y faire. Parce que je voulais sauver des gens comme lui. Ma mère n'était pas venue à ma remise de diplôme. Elle avait un empêchement. Amanda avait un événement professionnel, un happy hour dans son cabinet d'avocat. Du réseautage, essentiel pour sa carrière. Ma mère y est allée à la place. J'ai traversé cette scène toute seule. La famille de ma colocataire a pris une photo avec moi. Ils ont été très gentils. Ce fut la première fois. Ce ne fut pas la dernière. Ensuite, il y a eu l'internat. 5 ans. 80 à 100 heures par semaine. J'ai choisi l'obstétrique et la gynécologie, parce que j'adorais ça. La complexité, l'intensité, le fait que je devais souvent traiter 2 patients à la fois, la mère et le bébé. La vie et la mort, en temps réel. Ma mère disait aux gens que je travaillais, dans le milieu de la santé. Pas que j'étais médecin, ni chirurgienne. Juste que je travaillais, dans le milieu de la santé. Comme si j'étais réceptionniste, ou que je répondais au téléphone. Je ne l'ai pas corrigée au début. J'ai pensé qu'elle ne comprenait peut-être tout simplement pas. La médecine est compliquée, les spécialités sont déroutantes. Peut-être qu'elle finirait par comprendre. Mais ensuite, j'ai trouvé l'email. Décembre 2018. J'étais en 3e année d'internat. Ma mère m'avait transféré quelque chose par erreur. Un fil de discussion avec Carol Henderson, son amie du country club, je crois. Carol avait demandé de mes nouvelles, comment va Marie? Est-elle toujours en école de médecine? La réponse de ma mère, Marie est infirmière dans un hôpital, maintenant. Elle travaille avec les bébés. C'est un travail adorable, vous savez, très maternel. Je n'étais pas infirmière. J'étais médecin interne. J'accouchais des femmes, je pratiquais des opérations chirurgicales, je gérais des complications potentiellement mortelles. J'en étais à ma 3e année d'un programme de 4 ans, qui ferait de moi une gynécologue obstétricienne certifiée. Et ma mère m'avait qualifié d'infirmière. Je l'ai appelée, je lui ai posé la question, j'ai essayé de lui expliquer. Oh, Marie, m'avait-elle répondu, l'air fatigué et frustré. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Les gens n'ont pas besoin de connaître tous les détails techniques. C'est plus facile de dire simplement que tu travailles avec des bébés. Tout le monde comprend ça. Je ne l'ai pas rappelé pendant 3 mois. Le schéma a continué. À chaque réunion de famille, chaque jour férié, chaque rencontre fortuite avec ses amis. Ma mère avait un script. Amanda s'en sortait à merveille, elle était devenue associée, gérait d'énormes dossiers, venait d'obtenir une nouvelle augmentation. Et Marie? Eh bien, Marie travaille dans un hôpital avec des enfants. C'est bien. Bien. J'ai terminé mon internat en 2019, major de ma promotion. J'avais mis au monde plus de 600 bébés. J'avais assisté à des centaines d'opérations. J'avais passé 8000 heures dans des blocs opératoires. J'avais appris à gérer les hémorragies, l'éclampsie, les décollements placentaires, les ruptures utérines. J'avais appris à prendre des décisions en une fraction de seconde, des décisions qui sauvaient des vies. Mais ma mère disait à son club de lecture que j'aidais les médecins à accoucher les bébés. J'ai ensuite poursuivi un clinica en médecine fœto-maternelle, pendant 2 années supplémentaires. Je me suis spécialisé dans l'obstétrique à haut risque. Les cas compliqués, ceux où la mère souffrait de diabète, d'hypertension, de prééclampsie. Ceux où le bébé présentait des retards de croissance ou des anomalies génétiques. Ceux où la mère et le bébé pouvaient mourir tous les deux, si la personne en charge ne savait pas exactement ce qu'elle faisait. J'ai publié 8 articles scientifiques. J'ai fait des présentations lors de 3 conférences nationales.
J'ai été invité à enseigner à l'université Columbia. Ma mère n'a jamais mentionné quoi que ce soit de tout cela. En 2021, je suis devenu médecin titulaire à l'hôpital pour enfants Maria Fareri, qui fait partie du centre médical de Westchester, l'un des meilleurs programmes fœto-maternels de l'État. Unité de soins maternels de niveau 3, U1 de niveau 4, l'endroit où l'on envoie les cas que personne d'autre ne peut gérer. J'avais 29 ans. Je gagnais 368 000 € par an. Je supervisais 3 internes. J'étais de garde pour des gardes de 24 heures, 6 jours par mois. J'avais réalisé plus de 200 accouchements et 50 opérations chirurgicales d'urgence. Et ma mère disait encore aux gens que j'aidais lors des naissances. J'ai arrêté d'essayer de la corriger. J'ai arrêté de parler de mon travail. J'ai arrêté d'aller aux événements familiaux, sauf si j'y étais absolument obligé. Je travaillais 85 heures par semaine, et je me disais que tout allait bien. Je n'avais pas besoin de son approbation. Je n'avais pas besoin de sa fierté. J'avais juste besoin d'être là, de rester silencieuse, et de sauver des vies là où ça comptait vraiment. Mais ça faisait mal. Mon Dieu, que ça faisait mal. Je me suis souvenu de la fête pour la promotion d'Amanda, en juin 2023. C'était au Plaza, à Manhattan. Tenue de soirée exigée. 300 personnes. Ma mère avait loué une salle de bal. Il y a eu des discours, des toasts, une présentation vidéo des moments forts de la carrière d'Amanda. Je n'étais pas invité. Je l'ai appris par tante Hélène, qui m'a appelé le lendemain. Je t'ai cherché, m'a-t-elle dit. Ta mère a dit que tu travaillais. Je ne travaillais pas. Je n'étais même pas au courant. Je me suis souvenu de la croisière pour les 60 ans de ma mère, en décembre 2024. 10 jours dans les Caraïbes. Ma mère et Amanda, un moment mère-fille. Elle postait des photos tous les jours. Dîner au coucher du soleil, journée au spa, cocktail au bord de la piscine. J'avais demandé si je pouvais venir. Ma mère avait répondu que c'était déjà réservé, juste pour elles deux. Peut-être la prochaine fois. Il n'y a pas eu de prochaine fois. Je me suis souvenu des cartes de Noël. Chaque année, ma mère les envoyait à 200 personnes. Papier glacé, qualité professionnelle. La photo était toujours la même, Patricia et Amanda Choclet. Joyeuse fête. Je n'étais pas sur la photo. En 2024, j'en ai reçu une par la poste. La carte de Noël de ma propre mère, envoyée à mon appartement, avec moi effacée de l'image. Je l'ai gardée dans un tiroir. Je ne l'ai pas jetée. Je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, assise à cette table de Thanksgiving, regardant ma mère s'extasier devant Tyler Hutchinson, j'ai compris une chose. Elle ne me verrait jamais. J'avais passé 7 ans à essayer de gagner sa fierté. À essayer de lui faire comprendre que ce que je faisais avait de l'importance. Que sauver la vie des mères était crucial. Que l'obstétrique à haut risque ne consistait pas seulement à aider avec les bébés. Que j'étais une chirurgienne. Que j'étais douée dans ce que je faisais. Que je comptais. Mais elle ne voulait pas le voir, parce que j'avais choisi la mauvaise spécialité. Mon père est mort quand j'avais 19 ans. Crise cardiaque. Massive. Il avait 56 ans, et nous le pensions en bonne santé. Aucun signe avant-coureur. Il s'est effondré dans son bureau. Au moment où l'ambulance est arrivée, il était déjà parti. Je me souviens m'être assise à l'hôpital, par la suite, écoutant le médecin nous expliquer ce qui s'était passé. Infarctus du myocarde. Arrêt cardiaque. Il ne pouvait rien faire. J'ai décidé à ce moment-là de faire des études de médecine. J'allais sauver des gens comme lui. Ma mère avait été fière, au début. Sa fille, la future femme médecin. Elle le disait à tout le monde. Elle s'en vantait au country club. Elle m'imaginait en cardiologie, comme le fils de Carol Henderson, ou en neurochirurgie, comme la fille de Susan Mitchell. Quelque chose de prestigieux, d'impressionnant. Quelque chose dont elle pourrait parler lors des dîners en ville. Et puis, j'ai choisi l'obstétrique et la gynécologie. Tu choisis ça, avait-elle lancé, debout dans sa cuisine en août 2014, quand je lui avais annoncé mon affectation d'internat. Marie, c'est un travail de bonne femme. Pourquoi pas la cardiologie, la neurochirurgie? Quelque chose de prestigieux. Sauver des mères et des bébés, c'est prestigieux, avais-je répondu.
Elle m'avait regardé comme si je l'avais déçue. Ton père aurait voulu que tu sois une vraie chirurgienne. Le cœur, le cerveau. C'est là qu'est le respect, pas dans ça. C'est à cet instant précis que j'ai réalisé que je ne serais jamais assez bien à ses yeux, parce que j'avais choisi de sauver des femmes. Et pour elle, ça ne comptait pas. Les enfants de ses amis, eux, faisaient un travail important. Le fils de Carol Henderson, James, était chef de la cardiologie à la NYU, il avait eu un article dans le New York Times l'année précédente, pour une avancée dans le remplacement valvulaire. La fille de Susan Mitchell, Rachel, était neurochirurgienne, elle publiait dans le JAMA, et donnait des conférences TEDx sur la cartographie cérébrale. Et moi? J'accouchais des bébés. N'importe qui pouvait faire ça, pas vrai? Sauf que des gens mouraient en le faisant. 700 femmes par an, aux États-Unis. La mortalité maternelle. La plupart de ces décès étaient évitables, hémorragie, troubles cardiovasculaires, prééclampsie. Des complications qui pouvaient tuer une mère en quelques minutes, si la personne en charge ne savait pas ce qu'elle faisait. Mon taux de mortalité était de 0,8%. La moyenne nationale était de 1,2%. J'avais sauvé 12 femmes de complications mortelles au cours des 2 dernières années. 12 femmes qui étaient entrées dans mon bloc opératoire en train de se vider de leur sang, en arrêt cardiaque, mourantes. Et qui en étaient ressorties vivantes, parce que je savais exactement quoi faire, et que je n'avais pas hésité. Mais ma mère appelait ça « distribuer des autocollants ». J'ai arrêté de me battre pour être vue. Je me contentais d'être présente, de rester silencieuse, et de sauver des vies là où ça comptait vraiment. Si vous avez déjà été la personne invisible à la table de votre propre famille, laissez le commentaire « invisible » pour que je sache que je ne suis pas seul. Mais ce soir-là, tout a changé. La conversation à table avait dévié sur l'immobilier. Tyler tenait la barre, parlant des tendances du marché, des taux d'intérêt, du moment idéal pour investir. Les amis de ma mère buvaient ses paroles. Amanda était rayonnante. Moi, je découpais ma dinde en petits morceaux précis. Des mains de chirurgienne. La mémoire musculaire. Tyler s'est tourné vers moi, et a souri. Cet intérêt de façade. Alors, Marie, a-t-il dit, Amanda m'a mentionné que vous travailliez dans un hôpital. Que faites-vous exactement là-bas? La table s'est légèrement tue. Les gens se sont tournés pour me regarder. C'était la partie où j'étais censé être embarrassé, la partie où je marmonnais quelque chose de vague pour que la conversation passe à autre chose. Mais je le regardais vraiment. Sa marque de bronzage sur le doigt, son parfum, la façon dont il tenait son verre de vin. Confiant, décontracté. Comme un homme qui n'avait rien à cacher. Et je pensais à Jennifer. Je veux dire, la santé est un domaine tellement vaste, a poursuivi Tyler. Êtes-vous infirmière administratrice? Quel est votre rôle? Avant que je ne puisse répondre, Amanda est intervenue en riant. Oh, le travail de Marie est adorable. Elle distribue des bonbons et des autocollants aux enfants malades. N'est-ce pas, Marie? Comme une bénévole à l'hôpital. Elle a dit ça comme si c'était une blague, comme si c'était mignon. Comme si j'étais une enfant en train de jouer à l'infirmière. Le visage de ma mère s'est figé. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire à table, a-t-elle lancé rapidement. Nous sommes ici pour célébrer la famille, pas pour discuter travail. Tyler, parlez-nous davantage de votre voyage à Chicago. Elle essayait d'étouffer l'affaire. D'essayer de se protéger. D'essayer de me faire taire. J'ai posé mon verre de vin. Le bruit a été plus fort que je ne l'espérais. Le cristal heurtant le bois. Sec, net. Tout le monde s'est arrêté et m'a regardé. Les yeux de ma mère étaient écarquillés, paniqués. Elle savait que quelque chose venait de basculer. C'est intéressant, ai-je dit. Ma voix était calme, clinique. La voix que j'utilisais pour annoncer de mauvaises nouvelles aux familles. Stable, précise, dénuée d'émotion. Parce que je suis médecin titulaire. Je pratique des opérations chirurgicales. La pièce est devenue d'un calme absolu. Le sourire d'Amanda est tombé. Pardon, quoi? Le visage de ma mère est devenu livide. Marie, nous savons que tu es médecin. C'est juste que... Je suis chirurgienne titulaire en obstétrique et gynécologie, à l'hôpital pour enfants Maria Fareri, ai-je déclaré,
lui coupant la parole. Toujours calme, toujours précise. Je me spécialise dans la chirurgie fœto-maternelle à haut risque, principalement les césariennes d'urgence. Je pratique en tant que médecin titulaire depuis 4 ans, et depuis 8 ans au total si l'on compte mon internat. Je me suis tourné vers Tyler, accrochant son regard. Je suis certifié par le Conseil de l'Ordre, et formé en clinique spécialisée. Je supervise 3 médecins résidents. L'année dernière, j'ai réalisé 186 accouchements, et 43 opérations chirurgicales d'urgence. Mon taux de mortalité maternelle est de 0,8%. Bien en dessous de la moyenne nationale, qui est de 1,2%. La fourchette de Tyler s'est arrêtée en l'air. Son visage avait changé. Les couleurs l'avaient légèrement déserté. Il calculait quelque chose. L'obstétrique à haut risque signifie que je gère les cas que les autres médecins ne peuvent pas traiter, ai-je continué. Prééclampsie sévère, décollement placentaire, hémorragie. Des pathologies qui peuvent tuer une mère en quelques minutes. Ce n'est pas distribuer des bonbons. C'est sauver des vies. Amanda me dévisageait. Pourquoi n'as-tu jamais dit? Chaque césarienne d'urgence que je pratique, c'est parce que si je ne le fais pas, quelqu'un meurt, ai-je enchaîné, l'interrompant. Généralement 2 personnes, la mère et le bébé. La marge d'erreur est infime. Les décisions se prennent en quelques secondes. Et oui, parfois, je distribue des autocollants. Après avoir passé 6 heures dans un bloc opératoire, couverte de sang, à maintenir la femme de quelqu'un en vie. J'ai regardé Tyler en prononçant cette dernière partie. La femme de quelqu'un. Sa main a tremblé légèrement. Juste un peu, mais je l'ai vu. Ma mère essayait de rattraper le coup. Marie, nous savons que tu es médecin. C'est juste que. Tu as dit au Henderson que j'étais infirmière, ai-je rétorqué. Toujours calme, toujours factuel. Tu as dit à ton club de lecture que j'aidais lors des accouchements. Tu n'as jamais, pas une seule fois, prononcé le mot aux chirurgiennes en me présentant. Tante Hélène a porté sa main à sa bouche. Oncle Bob dévisageait ma mère. Les amis du club de lecture semblaient mal à l'aise. Je n'ai pas honte de mon travail, maman, ai-je dit. Mais toi, si. Et j'en ai fini de faire semblant que c'est acceptable. Tyler était sur le point de dire quelque chose. Un commentaire pour lisser les angles, une tentative de désescalade. Mais je n'avais pas terminé. Le travail est exigeant, ai-je poursuivi, le fixant directement. Je suis de garde 6 jours par mois, pour des rotations de 24 heures. Le mois dernier a été particulièrement brutal. Octobre. J'ai fait une pause, laissant le mot flotter dans l'air. J'ai eu un cas qui m'a marqué. Parfois, vous avez un cas qui reste gravé en vous. Ceux où tout va de travers en même temps. Où l'on se bat contre la montre. J'ai légèrement incliné la tête. Où le mari est dans la salle d'attente, terrifié, serrant son petit enfant dans les bras, et priant pour que vous puissiez les sauver tous les deux. La fourchette de Tyler lui a échappé. Elle a heurté son assiette dans un cliquetis bruyant. Tous les regards se sont tournés vers lui. Son visage était blanc, d'une pâleur cadavérique. Sa main, qui tenait le verre de vin, s'est mise à trembler. Tyler, a dit Amanda. Ça va? Il n'a pas répondu. J'ai continué. Le 20 octobre, ai-je dit. Clinique, précise, comme si je faisais un rapport médical. Un lundi. J'étais chez moi, endormi. J'ai reçu l'appel à minuit 15. Patiente aux urgences, enceinte de 35 semaines. Prééclampsie sévère s'aggravant rapidement, pression artérielle qui crevait le plafond. Je suis sorti de chez moi à minuit 18, et je suis arrivé à l'hôpital à minuit 52. Tyler s'est levé brusquement, sa chaise raclant contre le sol. Excusez-moi. Les toilettes. Il est sorti précipitamment de la pièce. La table a explosé. Plusieurs personnes parlaient en même temps. Amanda, c'était quoi ce bordel? Ma mère, Marie, qu'est-ce que tu fais? Tante Hélène, oh, mon Dieu. Je suis restée assise là, très calme, mangeant une bouchée de purée, et attendant. Amanda s'est levée, et a couru après Tyler. Je pouvais l'entendre dans le couloir. Tyler. Tyler, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pris une autre bouchée, j'ai mâché lentement, et j'ai regardé ma mère.
Elle me dévisageait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. De la peur, peut-être, ou le début d'une prise de conscience. J'ai posé ma fourchette. Quand vous recevez cet appel à minuit, ai-je dit à la table, aux invités toujours assis là, sous le choc. Vous savez que c'est grave. Il ne vous réveille pas pour des accouchements de routine. Il vous réveille quand quelqu'un est en train de mourir. Amanda est revenue dans la salle à manger sans Tyler. Son visage était rouge, confus, en colère. Il est au téléphone. Il refuse de me parler. Marie, qu'est-ce que tu fous, putain? Je mange mon dîner de Thanksgiving, ai-je répondu. Tu es. Es-tu en train de dire que Tyler est marié? Tu mens. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement pris mon verre d'eau, bu une gorgée, et je l'ai reposé avec un soin délibéré. Je n'ai pas besoin de mentir, ai-je dit. Son téléphone est sur le point de le faire à ma place. Un silence gênant s'est installé autour de la table. 2 minutes. 3. Tyler était toujours au téléphone dans le couloir. Je pouvais entendre sa voix, étouffée, tendue. Ma mère me sifflait des mots entre ses dents. Arrête de faire honte à cette famille. Amanda faisait les 100 pas près de la porte. Les invités étaient figés, ne sachant pas s'ils devaient rester ou partir. J'ai regardé ma montre, 16h54. Tyler est revenu. Son visage était pâle. Il s'est assis lourdement, a posé son téléphone face contre la table, et a essayé de sourire. Désolé pour ça. Le travail. C'est bon. Mangeons. Amanda s'est assise à côté de lui, et a pris sa main. C'était qui? Le travail, a-t-il répété. Rien d'important. Je me suis raclé la gorge. Tout le monde m'a regardé. Le mois dernier, j'ai eu un cas particulièrement complexe, ai-je dit, sur le ton de la conversation, comme si je faisais simplement la causette. Une prééclampsie sévère à 35 semaines, qui a dégénéré en syndrome HELP vers minuit. Césarienne d'urgence, décollement placentaire, hémorragie importante. Le bébé est allé en usin. La mère a eu besoin d'une transfusion. L'issue était incertaine pendant quelques heures. Tyler serrait sa serviette si fort que ses jointures étaient blanches. Le mari a été présent tout le temps, ai-je poursuivi. Je m'en souviens parce qu'il était tellement reconnaissant. Il n'arrêtait pas de me remercier. Il disait que j'avais sauvé sa famille. Je lui ai répondu que c'était mon travail, et que j'étais simplement heureuse qu'ils aillent bien tous les deux. Mes yeux se sont verrouillés sur Tyler. Le plus dur, ce n'est pas la chirurgie. C'est la salle d'attente. La famille. Dans ce cas-là, le mari attendait depuis minuit. Sa belle-mère était là, et il avait sa fille avec lui, un bébé d'environ 18 mois. Elle dormait sur ses genoux. La main de Tyler tremblait si fort maintenant, qu'il a dû reposer son verre de vin. Je suis sorti du bloc opératoire à 2h43 du matin, ai-je continué, toujours calme, toujours précise. Toujours en blouse, avec encore du sang sur mes chaussures. J'étais épuisé. Mais j'avais de bonnes nouvelles. Alors, je suis entré dans cette salle d'attente, et je lui ai dit, votre femme va s'en sortir. Votre fils est en réanimation néonatale. Mais il respire. Vous allez vous en sortir. Le visage d'Amanda commençait à enregistrer quelque chose. De la confusion, puis le début de l'horreur. Attends. Tyler a une fille? Oh, ai-je dit en la regardant. Il ne t'a pas parlé de Lily. Le téléphone de Tyler a vibré sur la table. Fortement. Tout le monde l'a entendu. Il a essayé de l'attraper, mais il n'a pas été assez rapide. L'écran s'est allumé. Face visible. À la vue de tous. Jennifer, épouse, 3, avec une photo. Une femme blonde, fatiguée mais souriante, tenant un nouveau-né dans une couverture d'hôpital bleu. Amanda a hurlé. Véritablement hurlé. C'est quoi ce bordel? Tyler a attrapé le téléphone et s'est levé. Ce n'est pas je peux expliquer. Le téléphone a de nouveau sonné. Même contact, même photo. Qui est Jennifer? Criait Amanda, debout à présent. Son visage était rouge, les larmes commençaient à couler. Tyler était devenu à l'aise, arrogant. 4 mois à jongler entre deux femmes, sans se faire prendre,
l'avait rendu négligent. Il avait cessé de faire attention aux détails, comme les noms de ses contacts. Le nom d'épouse, avec un cœur, était resté, car il n'avait jamais pensé que quiconque, à la table de la famille d'Amanda, ne le verrait un jour. Le téléphone a cessé de sonner. Un SMS est arrivé. L'aperçu s'est affiché sur son écran de verrouillage. Amanda était assez près pour le lire. Elle l'a lu à voix haute, la voix brisée. « Tyler, où es-tu ? Noah a 38,6 de fièvre. Il n'arrête pas de pleurer et Lily refuse de manger. Tu avais dit que tu serais rentré à 15 heures. Les bébés ont besoin de toi. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, rappelle-moi. Noah. » La voix d'Amanda n'était plus qu'un murmure. Lily. Des bébés ? Tu as des enfants ? Tyler a tendu la main vers elle. Amanda, laisse-moi t'expliquer. Ne me touche pas. Elle a reculé, trébuchant en arrière. C'est là que l'histoire devient folle. Abonnez-vous dès maintenant, pour ne pas manquer ce qui se passe quand la table entière réalise que ma mère a choisi cet homme au lieu de moi. Je me suis levé, lentement, calmement. Tous les regards de la pièce se sont tournés vers moi. Noah est né le 20 octobre à 1h51 du matin, ai-je déclaré. Claire, clinique, sans émotion. 2,3 kg. Usin niveau 2. Sa mère, Jennifer, a fait une prééclampsie sévère, qui s'est aggravée en syndrome HELP. Césarienne d'urgence. J'étais la chirurgienne titulaire. Tyler se tenait au milieu de la pièce, pétrifié. Son visage était passé du blanc au gris. Tu étais dans la salle d'attente, Tyler, ai-je continué, tenant Lily, ta fille de 18 mois. Je suis sorti à 2h43 du matin, encore en tenue de bloc, avec du sang sur mes chaussures. Je t'ai dit que ta femme et ton fils allaient survivre. Tu as pleuré. Tu m'as remercié. Tu as dit. J'ai cru que j'allais les perdre tous les deux. Et puis, tu as embrassé le front de Jennifer, quand je t'ai emmené en salle de réveil. Amanda a poussé un cri. Pas tout à fait un hurlement, pas tout à fait un sanglot. Un bruit brisé. Ta belle-mère était là, ai-je ajouté à l'attention de Tyler. Carol Morrison. Elle est restée toute la nuit. Elle t'a pris dans ses bras après que je vous ai annoncé la bonne nouvelle. Elle t'a appelé le meilleur mari que Jennifer puisse espérer. Elle pleurait parce qu'elle avait failli perdre sa fille et son petit-fils. Tyler a essayé de parler. Nous sommes séparés. Un divorce est en cours. C'est compliqué. Tu l'as embrassé, ai-je rétorqué. Juste après que je vous ai dit que les deux bébés étaient sains et saufs. Ta belle-mère pleurait à tes côtés. C'était le 20 octobre. Un lundi. Je me suis tourné vers Amanda. Tu as commencé à sortir avec lui une semaine plus tard. Le 27 octobre. Non, attends. Je me trompe. Vous vous êtes contacté en juillet. Il y a 4 mois et demi. J'ai reporté mon regard sur Tyler. Ce qui veut dire que tu sortais avec ma sœur, alors que Jennifer était enceinte de 6 mois. Une grossesse à haut risque, prescrite au repos strict au lit. La pièce était désormais dans un silence absolu. Plus personne ne respirait. Il t'emmenait dîner, pendant que sa femme était alitée, confinée au repos, ai-je dit à Amanda. Ma voix était toujours calme, mais elle avait pris un ton plus tranchant, avec juste un soupçon de douleur en dessous. Il t'envoyait des messages pour te souhaiter bonne nuit, pendant que Jennifer ne pouvait même pas se lever pour se préparer à manger. Il te disait qu'il t'aimait, pendant qu'elle était allongée sur le dos, terrifiée à l'idée de perdre son bébé. Et puis, quand cette grossesse a failli la tuer en octobre, une semaine après que je lui ai sauvé la vie, il est venu te retrouver. Amanda s'est penchée en avant, et a vomi dans sa serviette, là, à table. Ma mère s'est précipitée vers elle. Amanda, ma chérie. Mais Amanda l'a repoussée, et a vomi à nouveau. Son corps entier tremblait. Tyler a attrapé son manteau sur le dossier de sa chaise. Je dois y aller. Où vas-tu ? A hurlé Amanda. Putain, où est-ce que tu vas ? Il n'a pas répondu. Il est simplement sorti de la salle à manger, a traversé le hall, et a franchi la porte d'entrée. Elle a claqué derrière lui. Le bruit a résonné dans toute la maison. Amanda s'est effondrée sur sa chaise, sanglotant,
en hyperventilation. Ma mère essayait de la réconforter, mais Amanda continuait de la repousser. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Je me suis assise, j'ai repris ma fourchette, et j'ai coupé un autre morceau de dinde. Carol Henderson, l'amie de ma mère, s'est levée. Je m'en vais. Je ne peux pas être mêlée à ça. Elle a attrapé son sac, et est sortie. Susan Mitchell a suivi. Puis Linda Chen. 4 invités étaient partis en moins d'une minute. Tante Hélène s'est approchée de moi, a posé sa main sur mon épaule, s'est penchée, et a chuchoté, je n'en avais aucune idée, ma chérie. Je suis tellement désolé. Ce n'est pas de ta faute. Tu es incroyable. Ce que tu fais. Sauver cette femme. J'ai honte de ne pas avoir posé plus de questions. Oncle Bob s'est levé, et a marché vers ma mère. Bon sang, Pat. Ta fille est chirurgienne, et tu ne nous l'as jamais dit. Ma mère n'a pas répondu. Elle fixait Amanda, qui pleurait toujours, en hyperventilation. D'autres invités se sont levés, maladroits, mal à l'aise. Ils ont bredouillé des excuses, et sont partis. En l'espace de 10 minutes, il ne restait plus que 6 personnes. Moi, ma mère, Amanda, tante Hélène, oncle Bob, et le cousin Greg. La dinde trônait au milieu de la table, froide, intacte. Amanda m'a finalement regardé. Son visage était ravagé, le mascara coulait, son nez était rouge, ses yeux gonflaient. Pourquoi n'as-tu rien dit quand tu l'as rencontré? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Je l'ai rencontré il y a 45 minutes, ai-je répondu. Et je ne savais pas qu'il te mentait, jusqu'à ce que je voie sa réaction à la description de mon cas médical. Tu mens, a-t-elle murmuré. Tu savais. Tu attendais. Tu voulais détruire ce dîner. Je voulais juste manger mon dîner de Thanksgiving, ai-je répondu. Il l'a détruit lui-même, lorsqu'il a décidé de répondre à la question de ma mère sur mon travail, en restant assis là, pendant que tu me traitais de distributrice de bonbons. Ma mère a finalement pris la parole. Sa voix était faible, brisée. Marie, je ne savais pas qu'il était marié. Je ne l'aurais jamais. Tu ne savais pas qu'il était marié, ai-je coupé en me tournant vers elle. Mais tu savais que j'étais médecin. Tu savais que je sauvais des vies. Tu savais que je travaillais 80 heures par semaine. Tu savais que j'avais accouché plus de 180 bébés l'année dernière. Tu savais que je publiais des recherches. Tu savais que j'enseignais aux internes. Tu savais tout ça. Et tu as dit aux gens que je distribuais des autocollants. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Aucun mot n'est sorti. Tu sais quelle est la pire partie, ai-je dit. Ma voix était contrôlée, mais il y avait de la douleur en dessous maintenant. De la vraie douleur. Des années de douleur. Ce n'est pas que tu aies eu honte. C'est que tu n'as jamais posé de questions. Tu n'es jamais venu à l'hôpital. Tu n'as jamais demandé ce que faisait un chirurgien fœto-maternel. Tu n'as jamais demandé pourquoi j'avais choisi ça. Tu as juste décrété que ce n'était pas assez bien. Et tu as passé 7 ans à t'assurer que tout le monde pense pareil. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je suis tellement désolé. Je n'ai pas. Ton père aurait été si fier. Je suis vraiment désolé. Papa est mort quand j'avais 19 ans, ai-je dit. Je suis allé en école de médecine pour sauver des gens comme lui. Des gens qui ne s'en sortent pas. J'ai choisi l'obstétrique, parce que les mères meurent. Maman, elles meurent dans les salles d'accouchement. Elles font des hémorragies. Des accidents vasculaires cérébraux. Elles font des arrêts cardiaques sur la table. Et j'empêche ça. Je l'ai empêché 12 fois l'année dernière. J'ai sauvé 12 femmes qui seraient mortes. C'est ça mon travail. Et toi, tu as appelé ça distribuer des bonbons. Je me suis levé, et j'ai plié ma serviette. Je l'ai posée à côté de mon assiette. Marie, attends, a supplié ma mère. S'il te plaît, ne pars pas. Pas comme ça. C'est Thanksgiving. Tu es ma fille. Je t'en prie. J'ai des patients qui ont besoin de moi, ai-je répondu. S'il te plaît, a imploré Amanda. Elle pleurait toujours. Marie, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas.
J'aurais dû demander. J'aurais dû. Je suis désolé de m'être moqué de toi. Tu es incroyable. Tu es une chirurgienne. Tu sauves des bébés. Tu es. Je ne sauve pas les bébés, Amanda, ai-je dit, la corrigeant même à cet instant. Je sauve les mères. Les bébés vont généralement bien. Ce sont les mères qui meurent, et personne n'en parle, parce que nous ne sommes plus censés mourir en accouchant de nos jours. Mais ça arrive. 700 femmes par an. Aux États-Unis. Je m'assure que mes patientes ne fassent pas partie de cette liste. Qu'est-ce que je peux faire, a demandé Amanda. Comment est-ce que je peux réparer ça? Tu ne le peux pas, ai-je répondu. J'ai marché vers la porte. Ma mère m'a appelé. Marie, s'il te plaît. Je t'en prie, ne pars pas. Je me suis arrêté, la main sur la poignée de la porte, sans me retourner. J'ai passé 7 ans à sauver des femmes comme Jennifer, ai-je dit. Des femmes qui m'ont confié leur vie. Des femmes qui m'ont remercié. Des femmes qui m'ont envoyé des cartes pour le premier anniversaire de leur bébé. C'est là que je trouve ma reconnaissance. Pas auprès de toi. Plus maintenant. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. J'en ai fini de me battre pour être vue par des gens qui refusent de regarder, ai-je dit. J'en ai fini de me faire toute petite, juste pour que vous vous sentiez grand. C'est terminé. C'est Thanksgiving, a-t-elle répété. Tu es ma fille. J'ai des patients qui ont besoin de moi, ai-je dit une dernière fois. J'ai ouvert la porte, je suis sorti, et je l'ai refermée derrière moi avec un léger clic. Pas un claquement, car je n'avais pas besoin de claquer les portes. J'avais déjà tout dit. Je me suis assise dans ma voiture pendant un moment. Le moteur en marche. Le chauffage allumé. Il faisait froid dehors. 5 degrés Celsius. L'obscurité de novembre, ce genre d'obscurité qui tombe à 17h30, et s'installe pour la nuit. J'aurais dû me sentir dévasté. J'aurais dû avoir l'impression d'avoir réduit quelque chose en cendres, d'avoir détruit ma famille. Mais ce n'était pas le cas. Je me sentais plus légère. Pendant 7 ans, j'avais retenu mon souffle, attendant qu'il me voie, essayant de gagner quelque chose qui n'allait jamais m'être accordé. Et ce soir, j'avais enfin expiré. Je n'avais pas besoin qu'il valide mon travail. Mon travail se validait lui-même. À chaque fois que je sortais d'un bloc opératoire avec une mère en vie, et un bébé qui respirait. À chaque fois qu'une patiente me remerciait, à chaque fois que je prenais une décision qui sauvait une vie. Les applaudissements que j'attendais. Ils n'allaient jamais venir. Et j'en avais fini d'attendre. J'ai enclenché la marche avant, et je me suis dirigé vers l'hôpital. L'itinéraire était automatique. 35 minutes, les routes du comté de Westchester jusqu'à LIU 287, vers Valhalla. Passant devant des maisons aux lumières chaleureuses. Devant des familles réunies autour de tables. Devant des vies qui semblaient plus simples que la mienne. Mais ma vie n'était pas simple. Elle ne le serait jamais. Et cela m'allait très bien. Je me suis garé sur le parking de l'hôpital à 18h15. Les lumières de la maternité étaient allumées. Quelqu'un était en plein travail, à cet instant précis. Quelqu'un était en train d'être sauvé, à cet instant précis. Ce bâtiment, ce travail. C'était ça ma maison. J'ai badgé à l'entrée du personnel. Les sons familiers m'ont immédiatement frappé. Les bips des moniteurs, les infirmières parlant à voix basse, les pleurs d'un bébé quelque part au loin, le bourdonnement de l'usin, l'odeur de l'hôpital. Ce mélange de désinfectant, d'espoir et de désespoir. Deborah Williams, l'infirmière en chef de nuit, a levé les yeux de son poste. Docteur Shockley. Je pensais que vous étiez en congé, ce soir. C'est le cas, ai-je répondu, mais je voulais prendre des nouvelles de Madame Patterson. Elle a souri. Vous savez ce qui est drôle? Je peux entrer dans n'importe quelle salle d'accouchement de cet hôpital, et les gens sont heureux de me voir. Ils me font confiance. Ils me remercient. Je compte, ici. Vous comptez vraiment, ici, a dit Deborah. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui, ai-je répondu. Je le sais. J'ai marché jusqu'au service maternité, et j'ai frappé à la chambre 312. Madame Patterson a levé les yeux de son lit. Elle avait 32 ans, et attendait des jumeaux à 34 semaines d'aménorrhée.
J'avais stoppé son travail prématuré plus tôt cette semaine avec des médicaments. Elle était stable maintenant, attendant, espérant atteindre les 37 semaines. Docteur Shockley, a-t-elle dit. Le jour de Thanksgiving? Je voulais juste voir comment vous alliez, ai-je dit. Comment vous sentez-vous? Nous avons parlé quelques minutes. Je l'ai brièvement examiné. Bonne pression artérielle. Les jumeaux bougeaient bien. Tout était stable. Vous avez sauvé mes jumeaux, cette semaine, a-t-elle dit. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'avez pas besoin de me remercier, ai-je répondu. Continuez juste à garder ces bébés bien au chaud pendant encore quelques semaines, d'accord? C'est vous qui faites tout le gros du travail. Je ne suis que le plan de secours. Son mari dormait sur la chaise, à côté de son lit. Elle lui a souri, puis m'a regardé. Ma sœur est enceinte, elle aussi. À haut risque. Est-ce que je peux lui donner votre nom? Bien sûr, ai-je dit. C'est pour ça que je suis là. J'ai quitté sa chambre, et j'ai marché vers l'usin, après m'être lavé les mains. Les lumières douces, les couveuses, les bébés minuscules qui se battaient pour grandir. Je me suis dirigé vers une couveuse bien précise. La petite fille Torres, 32 semaines, 1,6 kg, née la semaine dernière par césarienne d'urgence. Décollement placentaire. J'avais sauvé la mère et l'enfant. Coucou, ma petite, ai-je dit doucement, en regardant à travers la vitre de la couveuse. Regarde-toi, tu respires toute seule maintenant. C'est bien, ma grande. Ta maman va être si fière quand elle te verra demain. Continue à te battre. D'accord? Une infirmière de néonatologie s'est approchée. Docteur Shockley. La famille Torres a demandé si vous pourriez être là pour la sortie. Sûrement samedi. Ils ont dit qu'ils ne faisaient confiance qu'à vous. Mes yeux ont piqué. Juste un peu. Dites-leur que oui. Je serai là. Je suis allé dans la salle de repos, me suis assise sur le vieux canapé, et j'ai sorti mon téléphone. 23 appels en absence. 15 de ma mère, 8 d'Amanda. 47 SMS. Je ne les ai pas lus. Au lieu de cela, j'ai fait défiler l'écran jusqu'à une ancienne conversation par message. Madame Chen, une patiente de 2023. Césarienne d'urgence, hémorragie sévère. Je lui avais sauvé la vie. Elle m'avait envoyé un SMS pour le premier anniversaire de sa fille, merci de nous avoir sauvés toutes les deux. Émilie a 1 an, aujourd'hui. Nous lui avons donné le deuxième prénom de Marie. Émilie Marie Chen, née en mars 2023. Envie parce que j'avais su exactement quoi faire, à 3 heures du matin, quand sa mère avait commencé à se vider de son sang. C'était pour cela que j'étais devenu médecin. Pas pour l'approbation de ma mère. Pas pour le respect de ma sœur. Pour Émilie Marie Chen, pour Noah Hutchinson, pour la petite fille Torres, pour les 186 familles que j'avais aidé à mettre au monde l'année dernière. Eux, ils me voyaient. Ils m'avaient toujours vu. La porte s'est ouverte. Déborah a passé la tête. Il y a quelqu'un qui veut vous voir. Elle dit que c'est urgent. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la salle d'attente de la maternité, et je me suis figé. Jennifer Hutchinson se tenait là. Blonde, épuisée, des cernes noires sous les yeux, tenant Noah dans son porte-bébé, et tenant la main de Lily. La fillette de 18 mois s'accrochait à la jambe de sa mère, effrayée. Noah avait quitté l'usin il y a seulement 3 semaines, le 10 novembre. Son pédiatre avait été très clair, limiter l'exposition aux foules, aucun voyage, et surveiller tout signe de fièvre ou de détresse respiratoire jusqu'à ce qu'il atteigne sa date prévue de naissance, à la mi-décembre. La mère de Jennifer, Carol, avait voulu venir du Connecticut pour aider à Thanksgiving, pour offrir un peu de répit à Jennifer. Mais Carol avait attrapé un rhume la semaine précédente. Rien de grave pour un adulte, mais avec un grand prématuré, il ne pouvait pas prendre le risque. Jennifer était donc restée seule à la maison, avec un nourrisson de 5 semaines et un bébé de 18 mois, le jour de Thanksgiving, pendant que son mari lui disait qu'il finalisait une affaire à Chicago. Jennifer ignorait si je serais à l'hôpital le soir de Thanksgiving. Mais la fièvre de Noah continuait de monter, atteignant maintenant 38,6 degrés Celsius. Et l'hôpital Maria Fareri était l'endroit où Noah était né, l'endroit où je travaillais, l'endroit où Jennifer se sentait le plus en sécurité. Elle avait conduit jusqu'ici en espérant, en priant.
Elle a levé les yeux, m'a vu, et s'est mise à pleurer. Docteur Choclet, je suis désolé de venir ici. Je ne savais pas où aller d'autre. Je me suis approché d'elle, calme, professionnelle. C'est bon. Que se passe-t-il? Tyler est parti, a-t-elle dit, la voix brisée. Il ne répond pas à son téléphone. Noah a de la fièvre et je sais que c'est Thanksgiving, mais le pédiatre a dit que si elle montait au-dessus de 38,3, je devais la mener. Et je me suis souvenu que vous m'aviez dit que si jamais j'avais la moindre inquiétude. J'ai confiance en vous. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé, ai-je répondu. Venez, on va faire examiner Noah. Tout va bien se passer. Je m'occupe de vous. J'ai accompagné Jennifer aux urgences pédiatriques. J'ai bipé le pédiatre de garde. Je suis resté avec elle pendant que Noah était examiné. Une légère fièvre virale. Rien de grave. La température commençait déjà à baisser avec du paracétamol, mais nous devions le surveiller pendant quelques heures, par précaution. Je me suis assise avec Jennifer dans la salle d'examen, et j'ai tenu Lily pour que Jennifer puisse se concentrer sur Noah. La petite s'est endormie dans mes bras en quelques minutes. Chaude, lourde, confiante. Noah va bien, ai-je dit à Jennifer. C'est juste un rhume. Sa température est déjà en train de baisser. Mais je veux vous garder ici quelques heures pour le surveiller. Vous pouvez vous installer dans la salle des familles. Il y a un canapé. Lily pourra y dormir. Et vous? À quand remonte votre dernier repas? Je ne m'en souviens pas, a-t-elle répondu. J'ai commandé à manger à la cafétéria de l'hôpital, je le lui ai apporté, et je me suis assise avec elle pendant qu'elle mangeait. Nous n'avons pas parlé de Tyler. Pas encore. Elle était trop fragile, trop épuisée. Mais elle a fini par demander, Tyler a dit qu'il avait un voyage d'affaires, et maintenant il ne répond plus. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je devais choisir. Lui dire la vérité, ou rester en dehors de ça. J'ai choisi la vérité. Jennifer, ai-je dit doucement. Je dois vous dire quelque chose. Mais d'abord, je veux que vous sachiez que Noah est en sécurité. Vous êtes en sécurité. Vous êtes ici, et nous allons prendre soin de vous deux. D'accord? Elle a hoché la tête. Tyler était au dîner de Thanksgiving de ma famille, ce soir, ai-je déclaré. Avec ma sœur. Ils sortent ensemble depuis 4 mois. Ces mots sont restés suspendus dans l'air. Le visage de Jennifer s'est vidé de toute expression. Puis elle s'est mise à pleurer. Silencieusement d'abord, puis de plus en plus fort. Il a dit que nous allions essayer d'arranger les choses, que le bébé nous sauverait. Et il était avec quelqu'un d'autre. J'ai tenu sa main, sans rien dire. Je suis simplement resté là. Je suis tellement désolé, ai-je fini par dire. Je sais que c'est le pire moment possible, mais vous méritez de le savoir. Il lui a dit qu'il était à Chicago. Il vous a dit qu'il était à Chicago. Il vous a menti à toutes les deux. Jennifer a pleuré pendant un long moment. Je suis resté avec elle. Je ne suis pas parti. J'ai maintenu les limites professionnelles, tout en honorant la connexion humaine. Finalement, elle a demandé, le saviez-vous quand vous m'avez opéré? Non, ai-je répondu. Je l'ai rencontré en tant que mari. Il vous aimait. Du moins, à ce moment-là, il vous aimait. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, a-t-elle chuchoté. Ce qui se passera ensuite avec Tyler, ça ne regarde que vous deux, ai-je dit. Mais pour l'instant, Noah est en bonne santé. Lily est en sécurité. Vous avez survécu à une grossesse qui mettait votre vie en danger. Vous êtes là. Vous êtes forte. Et vous avez des gens qui vous soutiendront. À commencer par moi, si vous me le permettez. Elle m'a regardé. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Je suis une étrangère, et mon mari vient d'eux. Il a blessé votre sœur. Vous n'avez blessé personne, ai-je répondu, en m'éclaircissant la voix. Vous êtes ma patiente. Et je n'abandonne jamais mes patientes. Mon téléphone a vibré. Un SMS de tante Hélène. Ta mère est dévastée. Amanda est dans tous ses états. Mais je suis fier de toi. Tu as fait ce qu'il fallait.
Je t'aime, ma chérie. J'ai répondu. Merci. Je vais bien. Je suis à l'hôpital, là où est ma place. Un autre SMS. Amanda. Je suis tellement désolé. Tellement désolé. Tyler m'a bloqué. Je suis vraiment une idiote. S'il te plaît, appelle-moi. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Peut-être pas avant très longtemps. Une infirmière est apparue dans l'encadrement de la porte. Docteur Shockley. Madame Patterson a recommencé à avoir des contractions. Pouvez-vous venir? Je me suis levé immédiatement. Jennifer m'a regardé. Allez-y. Allez sauver quelqu'un d'autre. Je vais m'en sortir. Je viendrai voir comment vous allez avant de partir, ai-je dit. Je me suis lavé les mains, j'ai mis ma tenue, et j'ai évalué Madame Patterson. Les contractions étaient légères, mais inquiétantes. Je lui ai administré une autre dose de médicaments pour stopper le travail. Je l'ai surveillée pendant 2 heures. Les contractions ont cessé. Les jumeaux étaient en sécurité, pour le moment. Il était 23h30 quand j'ai eu terminé. J'étais épuisé. Mais c'était le bon genre d'épuisement. Celui qui vient quand on accomplit un travail qui a du sens. J'ai vérifié l'état de Jennifer une dernière fois. Elle dormait sur le canapé de la salle des familles, Noah dans son porte-bébé à côté d'elle. Lily recroquevillée contre sa maman. Toutes les deux en sécurité, protégées. J'ai souri. Ensuite, j'ai enlevé ma tenue de bloc et j'ai pris le chemin de la maison. Mais pas avant d'avoir vérifié mon téléphone une dernière fois. Jennifer m'avait envoyé un SMS pendant que j'étais avec Madame Patterson. Merci pour tout. Pour m'avoir sauvé en octobre, et pour m'avoir sauvé encore ce soir. La fièvre de Noah est tombée. Nous allons rester ici cette nuit. Je me sens en sécurité. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je sais que je m'en sortirai, grâce à vous. Jennifer. J'ai sauvegardé le message. Puis j'ai conduit jusqu'à chez moi. 25 minutes jusqu'à mon appartement de White Plain. Un petit 2 pièces, simple. Mais il était à moi. Et il était calme. Et c'était suffisant. J'ai repensé à ma journée. Au dîner. Au visage de Tyler, quand il a réalisé que je savais. À Amanda, en train de vomir. Aux excuses brisées de ma mère. Au fait de partir. À Jennifer qui était apparue. Et au fait de l'avoir aidé, même après tout ça. J'ai réfléchi à la notion de valeur. J'avais passé 8 ans en médecine à essayer de gagner la fierté de ma mère. 4 ans en tant que chirurgienne titulaire à faire mes preuves chaque jour, à essayer de me faire respecter d'Amanda, à essayer de prouver que j'étais à la hauteur. Mais j'étais déjà à la hauteur. J'avais été à la hauteur à chaque fois que j'étais entré dans un bloc opératoire pour sauver une vie. À chaque fois qu'une patiente m'avait remercié. À chaque fois qu'un bébé avait pris sa première inspiration parce que j'étais là. C'est là que réside ma valeur. Pas à une table de dîner où je suis invisible. Mais dans un bloc opératoire, à 2 heures du matin, quand la vie de quelqu'un est en jeu. Dans une unité de soins intensifs, à minuit, quand je tiens la main d'un bébé prématuré à travers la vitre d'une couveuse. À chaque instant où je réponds présente, et où je fais le travail qui compte vraiment. Votre valeur ne se prouve pas à la table d'un dîner de famille. Elle se prouve dans les moments où tout s'effondre, et que vous êtes la seule personne à savoir comment réparer les choses. Elle se prouve quand quelqu'un vous regarde avec des yeux terrifiés, et que vous lui dites « Je m'occupe de vous ». Et que vous le pensez sincèrement. Je sais quelle est ma place. Et ce n'est pas là où les gens me font me sentir petite. C'est là où je crée des miracles. C'est ça, ma table. C'est ça, ma famille. Et j'ai fini de m'en excuser. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Le beeper de l'hôpital. Docteur Shockley. Césarienne d'urgence programmée à 3 heures. La patiente vient d'arriver par ambulance, et vous demande spécifiquement. Pouvez-vous venir? J'ai regardé le message. J'ai regardé mon appartement. J'ai regardé ma tenue de bloc, dans mon sac. J'ai souri, et j'ai tapé ma réponse, en route. Parce que c'est ce que je suis. C'est ma place. Et je ne voudrais être nulle part ailleurs. Si vous avez un jour dû vous éloigner de votre famille pour protéger votre tranquillité d'esprit,
ou si vous avez déjà trouvé votre valeur dans votre travail alors que votre famille refusait de la voir, écrivez le mot « limite » en commentaire. Je lis absolument chacun d'entre eux. Et si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Il y a d'autres histoires comme celle-ci. Des histoires sur la découverte de sa propre valeur, quand les autres refusent de la voir.